président du Sénat, Gérard Larcher, est l'auteur d'une formule désormais célèbre et prémonitoire. Le maire est à portée d'engueulade. Plus grave, un maire d'une commune du sud-est de la France y a laissé sa vie pour s'être opposé à un acte illégal de dépôt de matériaux de construction. Plus récemment, le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a failli périr avec sa famille dans l'incendie de sa maison. Depuis, il a démissionné et déménagé. Alors notre pays souffre-t-il d'incivisme, d'incivilité, voire de décivilisation, selon le terme prononcé par le président de la République? Dans le même temps, nos édiles affrontent le défi climatique, la contraction des services publics et la raréfaction des ressources financières. Pour aborder tous ces sujets qui questionnent notre modèle républicain, nous recevons un maire de notre département. Bonjour Claude Loriot. Bonjour Gilles. Eh bien, ravi de vous recevoir. Vous étiez déjà venu à notre micro il y a quelque temps, avant la crise Covid, et nous sommes ravis ici à RCF de vous recevoir à nouveau. Vous voyez que les sujets sont ténus, amples, et sans doute nos 26 minutes n'y suffiront pas totalement. En quelques mots, et je m'excuse encore une fois de vous presser un peu parce que le temps va nous être compté, vous êtes maire de la Millesse, je ne l'ai pas encore dit mais je le dis maintenant, depuis quelques années. Vous avez une solide expérience du poste que vous occupez. La Millesse, combien de divisions en clair, combien d'habitants? 2700 habitants sur 1100 hectares. Très bien. Et la Millesse, alors nos concitoyens de la Sarthe connaissent leur géographie, mais malgré tout, citons la Millesse par rapport à la ville du Mans. Alors situé donc en fait sur le nord, le début du nord du département, on est à 10 km à peu près par rapport à la gare du Mans et desservi par 2 lignes de bus du CETRAM. Donc on n'a pas de souci particulier pour rejoindre la grande ville, quoi. Vous faites partie de Le Mans Métropole? Absolument, c'est ça. On est rentré donc dans le Mans Métropole au 1er janvier 2013 et donc on a les services de l'agglomération en quelque sorte. C'est ça. On bénéficie des services de l'agglomération. Alors bien entendu avec des bons et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est qu'on a affaire à des ingénieurs et des cadres qui sont très très intéressants et qui nous aident. Par contre, donc on subit les lenteurs administratives. Et là, à partir du moment où c'est rentré dans les services, pour en ressortir, c'est un peu la pétaudière. Bon, c'est pas tout à fait le labyrinthe quand même. On va dire ça. Et pour terminer, pour la présentation rapide de votre commune qui mériterait bien sûr beaucoup plus, bien sûr des établissements scolaires, quelques entreprises. C'est ça. Donc encore des services publics. Oui. Pour être un peu polémique. On a la chance d'avoir encore donc une école primaire avec donc 7 classes et une école maternelle avec 4 classes. Puis donc au niveau des entreprises, et j'aimerais bien qu'on en parle aussi, on a quand même à peu près une bonne 50aine d'entreprises qui fait donc travailler à peu près 300 salariés. Donc ça c'est quand même pas mal, avec des opportunités pour la suite. On aura l'occasion d'en parler aussi. Une bonne opportunité sur une friche industrielle qui devrait nous permettre d'avoir une grosse construction et peut-être ramener entre 100 à 150 salariés. Donc voilà, c'est dynamique. C'est dynamique, voilà. Et également pour terminer sur cette présentation rapide, donc des commerces classiques que vous avez réussi à maintenir en centre-bourg ou en centre-ville. C'est ça. On a la chance d'avoir un bon noyau de commerçants qui sont là depuis une bonne quinzaine d'années. Et je pense que les habitants jouent le jeu parce qu'effectivement, il y a les centres commerciaux qui sont pas loin. Mais on a la chance d'avoir à la fois un marché donc extérieur et puis tous ces commerçants et ça permet donc en fait de faire vivre tous ces petits commerçants qu'on retrouve régulièrement, les fruits et légumes, la notion du café-restaurant, tabac, le boucher, etc. Donc il y a une vie à la Millesse. Il y a une vie. On n'est pas simplement cité dortoir. Très bien. Bon, écoutez, pour cette présentation rapide et malgré tout relativement positive, voire positive, c'est un bon début d'émission, Monsieur Loriot. Alors, par contre, on va aborder un sujet évidemment ô combien dramatique,
qui est celui évidemment de la situation actuelle des élus en France et en particulier des maires, je l'ai dit dans mon introduction, avec cette actualité récente. Alors il faut bien sûr, comme toujours, se garder de toute généralisation qui serait par hypothèse déformante. Malgré tout, je pense qu'il y a un véritable problème de la sécurité des élus et de leur rapport avec leurs concitoyens. Je rappelais donc effectivement cette démission du maire de Saint-Brévin qui est passée y compris au plus haut niveau des instances de la République. Vous, Claude Loriot, quelle est votre analyse de la situation, d'abord par rapport à votre collègue de Saint-Brévin et plus généralement de votre position d'élu, et quelle éventuellement solution voyez-vous à ce problème ? Déjà, je voudrais rendre un hommage, en fin de compte, à ce maire de Saint-Brévin qui a souffert. Rendre également un hommage au maire précédent qui, malheureusement, est décédé. Oui. Je voudrais aussi dire que on est de tout cœur avec tous les maires qui souffrent. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il y ait un seul maire qui se soit pas fait attaquer, soit verbalement, soit donc, en fin de compte, par physique. Physique, oui. Et ça me fait mal parce qu'en réalité, on est là pour aider, en fin de compte, tous nos habitants. On a été choisis pour ça. À partir du moment où les maires font le maximum, au détriment même de leur vie familiale. Oui. C'est 24/24, on a tendance à dire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Oui. Donc, je vois pas pourquoi on attaque systématiquement les maires, même si on est au final, on est peut-être aimé, mais ça n'empêche qu'on reçoit régulièrement donc des menaces. Donc, je voudrais vraiment dire. Excusez-moi, donc ça veut dire que vous généralisez, mais à bon droit. Je disais, moi, que peut-être on a tendance des fois à élargir trop le prisme, mais vous dites pratiquement tous les élus, du moins les maires, sont tous concernés. Et à un moment ou un autre, ont vécu ça dans leur mandat et dans leur chair. C'est ça, une position mal prise par rapport à une décision, quelque chose qui va froisser en fait la population. Vous avez toujours 2-3 personnes, en fin de compte, qui vous attaquent, qui vous envoient des courriers, qui vous téléphonent, qui vous envoient des mails, etc. Donc, on a eu le pire avec la période Covid, parce qu'effectivement, les gens faisaient un amalgame de tout, et comme si on était la notion de Monsieur Soleil ou la notion de l'aspect maladie et qu'il fallait qu'on arrive à tout arrêter, mais c'était pas jouable. Donc en fin de compte, on s'est fait attaquer régulièrement là-dessus. Donc avec des menaces. Pour vous, ça a vraiment pris de l'ampleur au moins, ou même commencé avec le Covid, ou c'était déjà en germe avant le Covid, cette situation de conflictuelle latente ou patente? Non, je pense que ça a beaucoup provoqué avec la notion Covid. La mentalité des gens a complètement changé. C'est la notion maintenant, c'est pour eux, point final. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient pas l'importance sur la notion de la commune, c'est comment ça va se passer à leur petit niveau pour essayer d'améliorer des choses. Il y a rien qui fait sens pour le collectif. C'est ça. Donc c'est bien la notion de république qui est remise en question à travers ça. Absolument. Est-ce qu'on peut pas dire que, alors c'est une formule peut-être un peu lapidaire, que d'autres ont peut-être employée, mais est-ce qu'on peut pas dire que malheureusement le citoyen est devenu un consommateur? Complètement, et qui voit pas en fin de compte vis-à-vis des autres l'importance qu'il peut y avoir sur le côté travail en commun, côté finance, côté organisation, côté famille, etc. Intérêt général. On a perdu complètement ce sens-là, et ce qui fait qu'on se retrouve avec éventuellement des gens qui vous écrivent, des gens qui vous attaquent. Moi, à titre d'anecdote, moi je me suis retrouvé donc en fin de compte à la fois sur la dernière année, tribunal administratif, amende en cours, notion de courrier, alors soit des lettres anonymes, soit carrément signées, etc. Donc, vous voyez, même dans nos petites communes, alors qu'en fait, où on dit toujours qu'il fait bon vivre, les gens... Et puis la Sarthe, c'est pas forcément les gens les plus violents, je veux dire, on peut pas dire, c'est des gens plutôt réservés et raisonnables. Et vous vous retrouvez systématiquement confrontés à des conflits. Donc, à un moment donné, vous savez que vous en avez marre. Heureusement, vous êtes accompagné par plusieurs élus qui sont là pour ça. Mais moi, je voudrais quand même faire une remarque là-dessus. Oui, allez-y. Je pense qu'en fait, la notion du rôle de l'élu, mais principalement le rôle du maire, il faut impérativement la notion du rôle du maire. Il faut impérativement en fait que ça soit
aidé par les instances nationales. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand vous passez maire d'une commune, moi je vois par exemple, c'était en 2014, à aucun moment on a eu des réunions, en fin de compte, avec la préfecture. Je pense qu'en fait, il y aurait déjà quelques moments de formation en disant, voilà, à quoi vous vous destinez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc., etc. Avoir un appui permanent avec les gens de la préfecture. Je demande pas au préfet de m'accompagner tout le temps, mais je pense que ça serait important, en fin de compte, que les gens puissent se sentir bien rassurés. Oui, alors justement, vous anticipez le point suivant, toujours sur cet aspect global du statut et surtout de la situation actuelle du maire. On a vu à l'occasion de ce dramatique incident, voire accident, donc à Saint-Brévin, le fait que, en fait, le préfet, je caricature un peu, et le sous-préfet est un peu aux abonnés absents, alors même que ce pourquoi le maire a été vraiment attaqué, c'était une décision d'État, c'est-à-dire le déménagement du CADA, un centre d'assistance pour les immigrés ou les demandeurs d'asile. Oui, alors qu'on n'y peut rien. Oui, et donc, en fait, le maire a assumé quelque chose qui relevait de l'État. Donc vous estimez, vous aussi, Claude Loriot, que dans ce domaine, l'État, y compris, alors je ne sais pas si vous citez directement le préfet de la Sarthe, peut-être que non, mais l'État est insuffisamment présent. Donc, je rebondis sur votre propos par rapport à des situations comme celle-là, aux côtés du maire, alors même que le maire n'est pas le premier responsable, voire des fois n'est pas dans situation de répondre juridiquement aux problèmes. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui, et ça traverse tout, tout le territoire national. Voilà. C'est pas propre à Saint-Brévin. Non, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'on est tous confrontés à ça. Alors, heureusement, on s'entraide entre maires, mais je pense qu'en réalité, de par les pointures qu'on peut avoir à la préfecture, etc., il est important qu'ils viennent nous accompagner, qu'ils viennent nous faire des petites formations, qu'ils viennent sur des sujets importants, attachés. Je vais citer un exemple. Par exemple, quand on parle éventuellement de la notion de la protection, quand vous voyez en fin de compte l'aspect des gens du voyage, bon, j'ai rien contre eux, mais qui viennent éventuellement, qui arrivent comme ça, où il y a aucune protection, etc. Moi, j'ai encore été appelé hier soir à 22h parce que... Et vous le savez au dernier moment ? Bien sûr, par du voisinage, etc. Et là, on fait quoi, là, par rapport à tout ça? Donc, à part la gendarmerie et avec les tours de garde qu'ils peuvent avoir, les pauvres. Donc, et puis vous, j'imagine qu'à la Milès, vous n'avez pas de police municipale, vous n'avez pas les moyens, bien entendu. C'est ça. Donc, en fait, la protection, c'est les gendarmes, malgré tout. C'est ça. Mais voilà, je dis qu'en réalité, on aurait des petites formations un petit peu à gauche, à droite. De gestion de crise ? C'est ça. Donc là, ça sera important. Et j'espère que les gens de la préfecture et monsieur le préfet nous écoutent pour justement dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là. Il n'y a pas assez de lien pour vous entre le représentant de l'État central, malgré tout, c'est ça la préfecture, et puis vous et l'ensemble des élus. Voilà, absolument. Donc, on va terminer ce chapitre rapidement, justement, dans les mesures éventuellement à prendre pour corriger ces situations tout à fait dramatiques que vous vivez, vous et vos collègues. Vous avez esquissé une première piste, donc c'est une meilleure collaboration avec les services de l'État. Est-ce que vous voyez d'autres solutions concrètes ou juridiques pour améliorer le statut de l'élu en regard de ces situations de crise et situations de danger? Il faut appeler un chat un chat. Oui. Je pense qu'on va pas mettre un gendarme derrière chaque maire, évidemment. Non, alors, même si je voulais aborder justement le phénomène de la gendarmerie, nous, on a une étroite collaboration avec la gendarmerie. Je pense que déjà, ça, c'est très bien. Ça permet d'arrêter certains événements qui pourraient se passer. On a vu des exemples, nous, avec la gendarmerie et le groupe scolaire et les familles, etc. Mais je pense qu'il faut également que on soit tous soudés. Le Mans, par exemple, le Mans Métropole fait très bien les choses sur certains sujets. Il faut impérativement qu'on arrive à bien se concerter, à voir les points sensibles, peut-être améliorer certaines réunions sans tomber dans la réunionnite. Mais on doit pouvoir s'en sortir en faisant justement des cas par cas, en disant voilà, moi j'ai eu tel sujet, qu'est-ce qu'on peut avancer, comment on peut travailler, etc. Donc être plus dans le concret que dans la norme générale, d'après vous. Moi, complètement. Et vous pensez que la structure Le Mans Métropole, comme dans d'autres régions, bien entendu, est le bon niveau de décision ou d'action? Je pense. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Non.
Non, ou de la législation. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, le Mans Métropole vit notre quotidien, entre guillemets, même avec certaines lenteurs, mais vit notre quotidien. Donc, en fait, ils sont les premiers à voir les sujets importants, à voir éventuellement les expériences qu'ils ont pu avoir à la fois sur le Mans, mais peut-être sur d'autres communes, et donc nous le reporter. Alors que si vous tapez à la porte de la préfecture, vous n'allez pas toujours avoir, malgré ce que je viens de dire, au niveau des formations. C'est complémentaire. Voilà, c'est ça, c'est complémentaire. Et là, je pense qu'il faut absolument qu'on tape sur la table là-dessus. Donc, en résumé, le Mans Métropole, la gendarmerie et la préfecture. Absolument. Et avec ça, on va pas tout résoudre, bien entendu, parce qu'il y a le problème plus global, c'est quoi la République aujourd'hui? Et là, ça rejoint peut-être le problème de l'école et de l'enseignement et des jeunes Français. C'est ça, c'est ça. On passe au deuxième sujet, Claude Loriot, si vous voulez bien. Sujet fondamental pour notre planète. Et donc aussi pour votre commune. On a vu les projections du GIEC depuis longtemps, on peut pas dire qu'on sait pas. Ça, on l'a déjà dit à ce micro. D'autre part, on a un rapport qui vient de sortir, qui est passionnant. On n'aura pas le temps de l'évoquer, malheureusement, mais peut-être un autre jour, le rapport Pisani-Ferry sur combien ça coûte. En gros, 67 milliards selon ces chiffres, et a priori, c'est peu contesté. Alors, bien sûr, tout le monde est concerné, les communes, les entreprises, nous-mêmes en tant que citoyens. Alors, quelques mots sur ce que vous faites, vous, à la Miles. Et je voudrais peut-être aborder très rapidement, en question-réponse, 3 points clés, peut-être, pour les communes que vous représentez, à la fois ni trop petites, ni trop grandes. Donc, vous êtes au cœur du réacteur. Premièrement, comment rénover les bâtiments publics? Faut-il le faire? Et bien sûr, ça coûte de l'argent. Pour essayer d'isoler. Je parle pas des bâtiments privés parce que ça c'est un chantier autre, mais vous en tant que maire, vous avez bien sûr des bâtiments publics, à commencer par les écoles, mais pas seulement. J'imagine qu'il y en a certaines qui sont pas forcément aux normes. Non. Et donc il y a du boulot. Et donc il y a des sous à mettre là. Et donc vous avez commencé? C'est ça, on a commencé, on a été accompagné justement par l'ADEME et puis par les services donc du Pays du Mans pour nous déterminer exactement donc dans le cadre de ces études déterminer les bâtiments qui étaient les plus vétustes entre guillemets avec un chiffrage qui tournait entre 300 à 500 000 euros. Entre les écoles, la mairie, les vestiaires du stade, la notion de notre centre des fêtes et des animations, etc. Donc là, on fait étape par étape. On essaie, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est l'école donc maternelle qu'on est en train donc de solutionner, mais on n'est pas arrivé au bout. Donc en fait, on essaie malgré tout de faire des économies. On a fait des formations avec notre personnel pour justement phénomène simplement d'éteindre les lumières, de la notion des fenêtres, la notion des portes, etc., etc. Donc voilà, on travaille là-dessus. C'est la fameuse stratégie d'adaptation déjà. Voilà, c'est ça. Donc là, d'avoir déjà une bonne politique, bien entendu, d'alerter donc les instances départementales et nationales pour obtenir des subventions, pour nous permettre donc justement d'avancer un petit peu plus vite. Vous avez une programmation, c'est le mot à la mode, ou de planification. C'est ça. Faut se méfier des grands mots, mais enfin, il y a un peu de ça quand même. C'est ça. On parlera des finances, si vous voulez bien, après dans un troisième chapitre pour terminer l'émission. C'est ça. On a commencé. Mais vous avez déclenché. C'est ça. On a déclenché. On sait qu'on est suivi là-dessus. On a des entreprises qui sont correctes et qui respectent à peu près les délais. Malheureusement, les prix sont pas là. On va en parler sur le plan de l'inflation. Et vous êtes embarqué sur combien d'années là sur ces chantiers que vous évoquez là? On aimerait bien que ça soit sur 4 ans. Une fois que le coup est parti, il faut y aller, on va au bout. Il faut continuer, oui. Et vous êtes plus sur la rénovation que la reconstruction? Oui. Vous pensez que malgré tout, c'est plus pertinent? Oui, parce qu'on a essayé de faire des études là-dessus. On s'aperçoit que ça serait, par exemple, casser l'école primaire et puis en faire une construction. Ça vous embarquerait. Oui. On a essayé de jouer également parce que les bureaux qui nous ont conseillé ont essayé également de voir coût de l'opération dans telle ou telle partie par rapport en fin de compte à ce que ça allait nous redonner comme produit. Donc on a essayé d'être correct là-dessus. Bon voilà. Un petit peu. Deuxième sujet, toujours sur l'environnement, comment construire alors même que la loi sur l'artificialisation des sols vous interdit quasiment à horizon 2050, je parle sous votre contrôle, de consommer de la réserve foncière. Comment vous résolvez cette équation, monsieur le maire? Alors on a toujours, on a eu la chance en fin de compte dans notre commune, et je pense que c'est également vrai pour
pour d'autres communes autour du Mont, d'essayer de respecter en fin de compte la nature et de respecter le milieu agricole. Donc en fait, pour simplement 2 chiffres, en fait, sur les 1100 hectares qu'on a, on a plus de 45% qui sont encore consacrés au milieu agricole, au chemin, au bois, etc. Donc, on va se garder ça. Ouais. C'est précieux, évidemment. On va aller chercher pour justement essayer de tourner un peu au niveau de l'habitat. On va essayer de trouver des points, des terrains qui éventuellement sont trop grands au sein même de la pour les redécouper, pour permettre donc en fin de compte d'avoir quelques constructions, mais on va pas aller sans chercher reconsommer du terrain. Voilà, absolument. Donc là, on sent, si vous voulez, que ça soit en 2030 ou 2050, on n'aura pas trop de soucis là-dessus. Mais écoutez, vous rejoignez à ce sujet. Je fais juste une petite insertion. Les propos tout à fait pertinents de la directrice du CAE de la Sarthe que nous avions à la précédente émission. Et qui tenait également le propos que vous tenez, c'est-à-dire qu'il faut rentabiliser, et là le mot n'est pas un gros mot, au maximum ce qui existe déjà sans aller chercher ailleurs. Et vous vous situez complètement dans ce domaine. Voilà, bon. Peut-être vous avez quelques friches également, peut-être à réutiliser. Oui. Donc on peut trouver. Sans pour autant reconsommer. C'est ça. Donc c'est jouable. C'est jouable avec les dents creuses, ce qu'ils appellent les dents creuses. Oui. Voilà. Et puis sur le côté économique, on a une friche industrielle là qui est importante avec l'histoire de la ligne LGV. Où là on va, je pense, avoir quelque chose d'intéressant dans 1 ou 2 ans. Bien. Dernier point sur l'environnement, bien sûr on pourrait en parler beaucoup plus, mais le temps avance. L'eau, on n'est pas en Pyrénées-Orientales, Dieu merci, mais évidemment on est solidaire avec nos concitoyens du sud de la France. À très court terme, pour l'été qui arrive, dont on sait qu'il va être sans doute aussi chaud que le précédent, et à moyen terme, est-ce que vous pouvez nous rassurer ? Sur votre commune, alors, bien entendu, quand on parle de la Milles, on parle aussi de la Sarthe finalement. Hein. Non, on peut être rassuré, c'est-à-dire qu'il faut que les gens jouent le jeu jusqu'au bout. Nous, par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est récupération de l'eau, on a deux grosses bâches qui représentent à peu près 200 mètres cubes, qui vont nous permettre, en fin de compte, d'arroser le peu de fleurs, parce qu'il faut quand même donner un cadre agréable, quand même, sans tomber dans l'excès. Et donc, en fin de compte, toutes ces fleurs sont arrosées, et y compris les arbres nouveaux, on va dire, ils sont arrosés avec de l'eau de récupération, qui sont dans des bâches actuellement, ils sont pleines. Donc voilà, donc on va pouvoir passer le cap. Concernant donc en fin de compte nos réseaux, on a des réseaux qui sont sains et qui sont bien contrôlés par le Mans Métropole. Donc on ne devrait pas avoir de soucis, à condition que nos habitants jouent le jeu jusqu'au bout. Très bien. Donc ça rejoint la question de la citoyenneté. Évidemment. Voilà, absolument. Dernier point, le sujet qui fâche, et je sais votre ancien métier, très expert dans les domaines de la finance et de la gestion, j'allais dire des deniers publics. Avant, donc vous étiez expert en gestion des deniers privés, Claude Loriot. Donc on a évidemment un souci au niveau des villes maintenant avec la suppression de la taxe d'habitation qui est complète, sauf pour la résidence secondaire, faut quand même le dire, bien entendu. Soyons précis, et dans le même temps un contexte d'inflation. Donc en quelques mots, il nous reste quelques minutes. Comment concilier là aussi l'inconciliable, c'est-à-dire potentiellement une raréfaction des ressources, sauf à augmenter de façon spectaculaire, mais les marges de manœuvre sont pas illimitées, la taxe foncière, bien entendu, et de l'autre côté un contexte inflationniste, et on l'a vu à l'occasion de ce qu'on a dit sur les bâtiments, la nécessité de continuer à investir. Donc vous êtes dans le grand écart ? Oui, complètement, et on est à la merci en fin de compte donc des résultats de l'État. Concernant la taxe d'habitation, on s'aperçoit que effectivement on va récupérer de par le biais soit de l'État, soit du département, donc en fin de compte des compensations, mais qui s'arrêtent à un instant T, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir avancer en ce qui concerne certaines constructions qu'on évoquait tout à l'heure, des investissements nouveaux, on n'aura plus rien concernant la taxe d'habitation. Concernant, par exemple, la CVAE qui va également s'éteindre. La CVAE, c'est l'impôt sur les entreprises. Voilà, c'est ça. Oui. Là, c'est la même chose. On va être aidé, effectivement, il va y avoir des compensations, mais c'est pareil, à un instant T.
Donc ça veut dire que, par exemple, moi, la zone qui est donc en dépollution entre guillemets par rapport donc en fait à la friche industrielle, ces nouvelles constructions en réalité vont rien nous apporter dans la mesure où il y aura plus de CVAE. Il y aura simplement en fin de compte la taxe foncière, mais c'est tout. Donc en fin de compte, on n'est pas quitte là-dessus. Et à côté de ça, on se retrouve avec l'inflation. Par exemple, quand vous prenez les postes EDF, etc., vous avez des augmentations importantes. La notion, en fin de compte, de la restauration scolaire. Les cantines. Voilà. Et donc là, moi, j'ai été obligé, donc en fin de compte, de faire une augmentation par rapport à tout ça. Donc plus des emprunts qui peuvent être des emprunts plus ou moins entre guillemets toxiques si vous n'avez pas fait attention à avoir des taux fixes. Donc et puis l'augmentation des salaires, j'imagine, de vos collaborateurs et collaboratrices, bien entendu. C'est normal. Et c'est normal. Complètement, ils le méritent bien. On est avec des budgets serrés et j'ai pas voulu surtout augmenter moi tout ce qui était des centimes additionnels. Donc et puis on rappelle que contrairement à l'État, les communes ont l'obligation d'avoir un budget en équilibre. Voilà, absolument. On est bien d'accord. Hein. Ah bah oui. Donc c'est pas rien. Ah oui. On a des sérieuses difficultés et là il faut vraiment compter nos sous là. Bon, bah écoutez, sur ces nouvelles qui sont rassurantes sans l'être totalement, mais on vous comprend combien, Claude Loriot, vous êtes toujours à la manœuvre nonobstant tout ce qu'on a dit. Encore une fois, bravo pour ce que font les maires en France. Je crois qu'il faut leur tirer le chapeau. Là, je sors un petit peu de ma politique de neutralité d'animateur de radio et je ne doute pas que bien entendu nous allons nous rencontrer à nouveau pour parler de tous ces sujets. Merci beaucoup, Claude Loriot. Merci beaucoup.